Jérôme Alger, président du club Télécom Business and Finance. On me signale que M. Xavier Niel vient tout juste d'arriver à l'école. Donc, avant de l'accueillir, je tiens juste à vous rappeler que pendant toute la conférence, vous pourrez poser vos questions sur Twitter, sur le hashtag TélécomBF, sur Facebook, en envoyant un message à notre compte Télécom Business and Finance, ou bien par mail à conférence.tbf@gmail.com. Ces questions seront relayées et vous pourrez les poser à M. Xavier Niel. Je vous prie d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Bien, Xavier Niel, merci beaucoup d'être ici ce soir. Au nom de l'école et du directeur Yves Poilane, qui malheureusement il n'est pas avec nous parce qu'il est à Londres ce soir, nous sommes très fiers de vous recevoir ce soir. En tant que personnalité évidemment du monde du numérique en France, de tout premier plan. Alors vous savez, je ne sais pas si vous ne savez pas, mais la devise de l'école c'est innover, entreprendre dans un monde numérique. Donc évidemment, je crois que vous étiez le mieux placé pour sensibiliser tous ceux qui sont ici ce soir sur ce thème-là, et donc merci encore une fois. Alors je crois que vous allez avoir un peu, on va vous rappeler un petit peu de votre vie, hein, donc on vous posera des questions sans doute sur ces différents événements. Mais évidemment, moi, je ne peux pas manquer de rappeler comme des événements incroyables, comme l'invention géniale de la Freebox, qui a complètement révolutionné la façon, évidemment, de faire le métier en France, et même à l'étranger. Enfin, donc, incroyable. Et puis, je crois que vous êtes maintenant, je crois que vous allez en parler, impliqué dans un très grand nombre de boîtes que vous avez créées, ou médias créés. Mais je pense aussi au projet, évidemment, qui nous concerne directement de l'école 42, donc, évidemment, pour nous une source d'inspiration, en tous les cas d'observation très intéressante. Et voilà, je vais arrêter là. Et vous savez peut-être qu'on a un projet en commun avec l'école autour de notre incubateur. Et donc la halle Fraissinet, évidemment vous êtes en train d'aménager. Donc merci pour tout cela et bienvenue ce soir. Merci. J'ai le droit de m'asseoir en plus. Je peux enlever ma veste. Le micro est allumé normalement. Merci d'être là ce soir, Monsieur Niel. C'est un grand honneur pour nous qui organisons notre premier événement en tant que club spécialisé dans l'entrepreneuriat de notre école. Donc vous êtes né en 1967, vous passez toute votre enfance à Créteil. C'est là que vous découvrez une passion pour l'informatique. Et en 1983, encore lycéen, vous vous lancez dans le Minitel. La personne qui était née en 1983 ici, c'est pour ça. Je peux paraître très vieux, je suis désolé. Moi, ça m'a l'air guerre, mais pour les gens ici, c'est super bien. Donc à ce moment-là, tout explose. Et en 1987, alors vous êtes étudiant en classe prépa, vous décidez de tout plaquer. Pourquoi avoir fait ce choix d'entreprendre et d'innover et non pas continuer vos études en pleine prépa? Alors, ça se passe un peu différemment, c'est qu'en fait, j'ai découvert un truc fantastique, c'est qu'à l'âge de 1980, donc à l'âge de 14 ans, qui est très loin de l'être, mais mon père m'offre, a la gentillesse de m'offrir un truc qui passionnait, c'est-à-dire un ordinateur. Donc un ordinateur assez peu cher. Il y avait une société anglaise qui venait de sortir des ordinateurs qui valaient l'équivalent de 150 € aujourd'hui. Et c'était un truc fantastique. Et je découvre un machin auquel on peut donner un ordre, et il le fait. Parce que j'étais dans une famille, j'avais une sœur, c'était fantastique. Sur mes parents ça marchait pas, sur elle ça marchait pas, sur mes copains ça marchait pas, et l'ordinateur je lui disais un truc, il le faisait immédiatement. Donc c'était assez plaisant, et je me dis que quand même c'est fantastique. Et émerge dans les années qui suivent un truc où la France était fortement en avance, qui est le Minitel. En fait on a mis Internet dans tous les foyers français, gratuitement, et ça c'était vraiment une vraie révolution. Et ce qu'on s'aperçoit c'est que les entreprises, les sociétés de services en informatique ne disposaient pas des salariés qui savaient faire marcher, qui savaient créer les logiciels serveurs pour faire marcher le Minitel. Et donc, avec quelques copains, nous on faisait ça chez nous, on faisait nos petits serveurs Minitel, parce qu'en plus de pouvoir parler, donner des ordres à l'ordinateur qui était chez soi, au travers du réseau, on pouvait donner des ordres de nos ordinateurs du monde entier. C'était encore plus drôle, et on se sentait encore plus puissant. Et donc, vers l'âge de 16 ans, on était plusieurs en France à aider tous ces grands groupes à créer leur premier service Minitel. Alors, c'était fantastique parce que, en fait, elles vendaient des prestations très chères aux groupes de presse, parce que c'était des groupes de presse et de médias qui faisaient des services Minitel, et ils ne payaient pas très cher. Donc c'était un modèle fantastique pour eux, qui était un peu gentiment exploité. Et puis quand on a tous eu l'âge de 18-19 ans, on s'est dit que globalement on pouvait faire un peu leur métier, les remplacer, et devenir et se mettre à travailler dans le Minitel et créer leur service Minitel
ce qu'on a tous fait. On était, vous pourriez connaître, parce que maintenant tout le monde est très vieux, vous pourriez connaître Jean-David Blanc qui a créé un truc qui s'appelle Allociné, ou des gens comme ça, et qui étaient là à cette époque-là, et qui se sont lancés sur le Minitel. Donc c'était très naturel. Je gagnais relativement bien ma vie à l'âge de 18-19 ans, donc j'ai passé des concours, vous avez probablement tous passé. Vous l'avez réussi, donc moi je les ai tous ratés. Effectivement, je suis très fier d'avoir été reçu à l'écrit d'une école de l'EDAC, qui est une école d'aviation civile à Toulouse. Je ne suis même pas sûr que ça existe toujours, je ne suis pas allé à l'oral. Voilà, tout ce que j'ai eu, c'était pas très brillant et je ne suis pas sûr que j'aurais réussi l'oral ensuite. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à créer une société. Parce qu'avant on était payé d'une manière qui était un peu informelle, donc on a essayé de créer des sociétés, et à faire ça, et donc à lancer les services Minitel. C'était vraiment quelque chose de très enrichissant parce que créer ces services, c'était inventer des usages, et ça correspond ni plus ni moins à ce qu'on fait quelques années plus tard, dans les années 2000, les gens qui ont créé les premiers sites internet, et ce qui peuvent exister encore aujourd'hui, c'est qu'il fallait avoir l'idée qui allait créer l'usage, et puis ensuite aller le commercialiser. À l'époque c'était plutôt une activité de B2B, mais ensuite aller le commercialiser de tiers. Pardon, je ne vais pas vous empêcher de parler. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Justement, en 1990, vous rappelez une société qui s'appelle, enfin, à l'époque qui s'appelait Fermi Multimédia, que vous rebaptisez IAD, entreprise dans laquelle vous resterez actionnaire majoritaire. En 1995, vous décidez de vous lancer dans les télécoms, notamment en investissant dans une société qui s'appelle WorldNet, à l'époque premier fournisseur d'accès d'Internet en France. Et en 1999, vous créez une offre d'accès à Internet sous le nom de Free. Et vous avez l'ambition à ce moment-là de créer une offre triple play, télévision, internet et téléphone. Le 1er novembre 2002, vous révolutionnez les télécoms en lançant la Freebox. Rien que ça, très bien. J'ai rien à ajouter. Il faut quand même le rappeler, à l'époque, le concept de box n'existait pas. Comment vous êtes venu cette idée de box? Alors, en 93, c'est souvent les mêmes aventures. Je vois un copain qui me dit qu'il y a un truc qui est génial aux US. À l'époque, le web n'existait pas. Commenciez peut-être votre vie commençait peut-être à être envisagée par vos parents. Vous voyez, c'est encore très vieux. Et donc, ce copain vient me voir en me disant il y a un truc qui cartonne aux États-Unis, qui marche très bien dans les milieux scientifiques. C'est un machin qui s'appelle Internet. Moi, je le connaissais parce qu'on faisait déjà du mail, mais c'était un truc vraiment d'un cercle très restreint en France. Et il nous dit tu vas voir, ça va marcher. Alors, le web en lui-même n'existait pas. Il y avait un protocole, il y avait un réseau, un protocole dessus. Il y avait des applications dont certaines ont disparu, il y avait un truc qui s'appelait Gopher, enfin des trucs comme ça, je ne suis pas sûr que ça existe toujours. Il y avait IRC, un certain nombre de choses, mais le web en lui-même n'existait pas. Mais il me dit, tu vas voir, ça va marcher, ça va monter. Et donc on commence à faire des projets en se disant, on va créer un fournisseur d'accès, on va créer cette aventure, c'était fin 93, et en fait, on va voir, ça va marcher, on va vendre, au moins en France, à une échéance, je ne sais pas, dans 10 ans, on aura au moins 100 000 ou 200 000 abonnés, ça sera énorme, ça sera un carton Internet. Donc en fait, objectivement, dès le premier jour, on n'avait pas envisagé la réalité ou la taille que pouvait avoir Internet aujourd'hui. On s'est complètement planté sur la taille du marché, plutôt dans un sens confortable. Donc on s'est lancé, et puis on a commencé par inventer, pour la première fois au monde, l'illimité, c'est-à-dire la possibilité pour un abonnement fixe, on ne payait plus à l'heure. C'était une époque où on payait l'Internet bas débit à l'heure, on a supprimé l'Internet bas débit à l'heure, on transformé en de l'illimité, donc on payait un Français de 99 francs par mois, et oui, c'était encore des francs, et avec ça, on avait le droit d'accéder de manière illimitée à Internet. En 98, il y a quelque chose qui se passe qui est important, comme dans une école qui porte le nom Télécom, on va essayer d'en parler, il se passe la dérégulation des télécommunications, donc la possibilité, dans tous les pays européens où il n'existait que des opérateurs historiques dominants, de créer des opérateurs alternatifs, et sur la base de cela, on envisage ou on imagine un modèle dans lequel on va pouvoir avoir la main et le contrôle complet de la chaîne. Et avec une autre idée qui me paraît plus importante, c'est que Internet, on s'était trompé une fois avant, mais que Internet va être un flux qui va arriver dans nos foyers comme l'électricité y arrive, comme le gaz y arrive, comme l'eau y arrive, et que ça va être un flux supplémentaire, on va amener un 4e flux, mais que ce flux au premier jour, si on veut le mettre dans tous les foyers, ne sauront pas quoi en faire. Et donc c'est comme si on avait l'électricité, mais rien à brancher derrière, ou pas grand-chose à brancher derrière. Et donc l'idée c'est de dire qu'est-ce que l'on peut faire passer sur des réseaux où on peut faire passer de la donnée, qu'est-ce que l'on peut mettre dans de la donnée, de la voix, du téléphone et de la télévision. Et donc au travers de ce réseau qu'on va amener, de ce réseau ADSL que l'on va amener dans les foyers, il faut qu'on soit à même d'amener les usages et donc d'amener une box qui soit capable non pas de faire de la télévision sur l'ordinateur, non pas de faire du téléphone sur l'ordinateur, ce dont les gens ne veulent pas, et ce qui n'est pas une application dont le public
public, mais d'inventer un équipement qui lui va rentrer dans le foyer, va permettre de distribuer normalement sur la télévision et normalement le téléphone, sans rien changer à nos habitudes, des services. Et puis on va rajouter à ça une casse prix. À l'époque, l'Internet coûtait 45 €, la télévision coûtait 30 €, le téléphone coûtait 30 €. Donc la totalité de la facture pour tous ces services, c'était une centaine d'euros par mois. Et puis on décide d'offrir le tout pour 30 € en faisant de l'illimité. Et donc on a la garantie de générer, normalement si on ne se trompe pas trop, un succès. Donc le succès, il est d'innovation, c'est l'invention de faire l'outil électronique, de créer la boîte électronique et le logiciel pour le faire, d'un côté, et de l'autre côté, de bouleverser en ayant un prix qui soit accessible. Moi, je dis toujours quelque chose que je pense vraiment. J'aurais été extrêmement fier d'inventer l'iPhone. Vraiment, je trouve que c'est une invention fantastique. J'aurais quand même eu un peu honte de vendre 700 €. Je l'ai dit à l'inventeur. Donc, à ce moment-là, tout s'enchaîne, et en l'espace de 2 mois, vous avez plus de 100 000 abonnés Freebox. Donc en 2 minutes, vous rachetez Alice ADSL, de telle sorte que le groupe Alice Free détient 26% des parts de marché d'Internet en France. Et alors, dans votre secteur, quelles sont les qualités qui vous permettent de réussir? Le fait d'être le seul entrepreneur à l'époque, au milieu de gens qui n'étaient que des grands groupes. Si vraiment vous avez quelque chose à retenir, c'est que être entrepreneur, ça veut dire travailler avec son propre argent. Et travailler avec son propre argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention à ce qu'on fait avec son propre argent, ce qui me paraît assez légitime. Et quand en face de vous, vous avez des grands groupes qui n'appartiennent à personne, et nos concurrents dans ces années-là, c'était Télécom Italia, Deutsche Telekom, France Télécom, je vais oublier de nombreux, parce qu'ils sont tous venus en France, c'est assez... pas confortable, parce que ça serait dévalorisé, je ne peux pas dire, mais c'est assez... c'est plus simple que d'être dans un groupe ou dans un secteur ou dans des activités où il y a plusieurs entrepreneurs. Alors, le marché français redevient un marché d'entrepreneurs, ça va être plus compliqué, mais tant mieux, c'est plus sympa. Mais à cette époque-là, c'était que des grands groupes mal gérés, sans aucune forme d'innovation, qui ne faisaient pas attention à l'argent qu'ils dépensaient. Et donc pour des entrepreneurs, c'était un moment idéal pour arriver. Mais je vous enfonce une porte, et vous êtes intéressés tous par l'entrepreneuriat. Le vrai sujet ou le vrai double sujet, c'est est-ce que je suis capable d'innover et de gérer convenablement mon entreprise? Et si vous êtes capable de faire ces deux choses et que vous connaissez bien un secteur, eh bien toute entreprise que vous pourriez mener ou construire sera obligatoirement, vous avez une très grande chance, ce sera un succès. Pour ajouter un peu de chance et ça deviendra un succès. Donc dans votre métier aujourd'hui, en tant que PDG, est-ce que vous faites toujours des activités techniques? Alors j'ai une chance, c'est que Free est une société qui marche un peu bizarrement. Donc, on est 5 co-dirigeants et chacun s'occupe de choses qui me passionnent. Donc moi il y a deux choses qui me passionnent, qui sont le marketing et l'offre produit. Donc je ne fais que ça. Maintenant, si la question est celle que me posent souvent mes enfants, est-ce que tu sais encore faire un logiciel informatique? Oui, peut-être, mais enfin, c'est pas très bien codé, c'est pas très beau, tout le monde se moque de moi, donc j'ai arrêté de susciter la moquerie de mes collègues de bureau. Donc non, je n'ai plus de code depuis 1 an et demi qui tourne dans l'entreprise dont je m'occupe, mais c'est ce que j'aime, c'est aller essayer de comprendre le produit, de faire de l'offre marketing et de la faire fonctionner. Après, on a des centres d'appel avec 5000 personnes, ça ne m'amuse pas de gérer nos centres d'appel, j'ai la chance de ne pas le faire. Ça ne m'amuse pas de faire du réglementaire, ça ne m'amuse pas de faire du lobbying, c'est pas mes sujets. Le vrai sujet, c'est de créer des produits, à titre personnel, c'est de créer des produits, les faire fonctionner et d'essayer de comprendre comment le public peut les appréhender. Je crois qu'on a un certain nombre de questions sur les réseaux sociaux que le public vous pose justement en temps réel. Oui, bonsoir Monsieur. Justement, dans votre métier, en tant que président ou directeur général d'un très grand groupe français, comment vous faites pour concilier vie privée et vie professionnelle? Et est-ce que vous avez encore des activités personnelles? Vous avez encore le temps pour les activités que vous faisiez à l'époque, bien avant de pouvoir... Vous connaissez la réponse, c'est ça? D'accord. Non, j'ai une énorme chance, c'est d'avoir pu modéliser, de créer une entreprise dans laquelle j'avais envie de travailler. Et ça, c'est une chance qui peut exister quand on a des entreprises rentables ou extrêmement rentables, ce qui est le cas là. Donc je ne fais que ce qui me plaît, je fais très peu de rendez-vous, je fonctionne beaucoup par mail, ce qui me permet d'organiser vraiment ma vie comme je le souhaite.
et je peux travailler à Paris ou ailleurs. Où que je sois, j'arrive à travailler parce qu'en ayant très peu de rendez-vous et en fonctionnant énormément par mail, j'arrive à solutionner ça. Donc objectivement, en 25 ans, mes passions et mes loisirs ont peut-être évolué, mais j'ai toujours le temps quand je le souhaite de les faire, et je pense que c'est une partie importante, parce que si on n'est pas capable de voir autre chose, de s'ouvrir l'esprit, c'est un problème. Alors, je ne sais pas si vous avez eu les gens chez Google qui sont venus vous draguer déjà, mais alors eux, ils ont un discours, alors encore pire que moi, ils vous disent non, ce qui est important chez Google, c'est tout ce qu'on fait à côté. Regardez pas le boulot, c'est tout ce qu'on va vous organiser à côté. Donc je suis un peu, à chaque fois un peu surpris de leur discours, pour l'avoir lu plusieurs fois. C'est peut-être un peu exagéré, parce que les gens que je connais chez Google travaillent beaucoup. Mais je pense que c'est important de réussir à se garder un peu de temps pour faire des choses que l'on a. Free ne s'arrête cependant pas là. En janvier 2008, vous obtenez la licence 3G de téléphonie mobile, et Free devient en janvier 2012 le 4e opérateur français. À quel moment est-ce que Free a décidé d'entrer sur le marché de la téléphonie mobile, justement? Alors, le raisonnement, il est multiple. On est donc très bon sur le fixe, on a environ 25% de part de marché, on a un acteur historique qui a 50% de part de marché, et on a un ou deux autres acteurs qui ont également 25%. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que la marque Free n'est pas faite pour faire 100% de part de marché, elle s'adresse à une part du marché qui est de 25, 30, 35%, je ne sais pas, mais qui est quelque chose comme ça. Donc on sait qu'on va avoir un moment, un problème de croissance. Et nous, ce que l'on veut vivre, nous tous, les fondateurs de Free, on veut vivre dans un monde où on a de la croissance, où ça nous fait plaisir de venir. S'il s'agit juste d'être là pour gérer un actif qui va nous verser un dividende sympa, ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire. Ça peut correspondre à d'autres, mais nous, ça ne nous correspond pas. Donc on a un problème de croissance que l'on doit régler. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'avoir l'idée ou la supposition qu'à un moment, d'autres acteurs qui font à la fois du fixe et du mobile vont mélanger les deux, et on risque d'être exclu de ce marché s'ils mélangent les deux. C'est-à-dire que n'ayant qu'une partie des briques, et ratant une brique, ils risquent, soit d'une manière marketing, soit par autre chose, de nous exclure de ce marché. Et ça, c'est notre deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est que la téléphonie mobile est un métier beaucoup plus simple que la téléphonie fixe, parce que la téléphonie mobile est un métier à licence, donc soumis à l'autorisation de l'État. Donc c'est un nombre fini de personnes qui peuvent exploiter ces métiers, là où la téléphonie fixe, demain, n'importe lequel d'entre vous peut créer un fournisseur d'accès en France. Donc ça nous donne un poids supplémentaire. Donc ces éléments raisonnés nous poussent à tenter de faire exister une 4e licence mobile. Alors on se heurte à quelques petites difficultés, notamment le fait que l'ensemble des 3 groupes qui détenaient des licences de téléphonie mobile en France étaient très proches de l'État. Évidemment, ils ne voyaient pas d'un bon oeil la concurrence, mais ça nous apportait aussi un autre avantage, c'est qu'ils avaient absolument abusé sur leurs tarifs pendant des années. Donc on avait leur lobbying en face, mais également un État qui se disait que, quand même, ils avaient gagné beaucoup d'argent, qu'ils avaient abusé, que leur donner une petite piqûre de rappel de ce qu'était la concurrence, ça ne pouvait pas leur faire de mal. Et grâce à ça, et grâce à une décision du gouvernement, de la majorité précédente et du gouvernement précédent, on a obtenu une licence de téléphone mobile. On a ouvert en 2012, encore une fois avec la volonté de changer les règles du marché, c'est-à-dire de faire disparaître l'engagement, de faire disparaître le fait de devoir lier l'achat du terminal à l'achat de l'abonnement, le fait de susciter et d'inventer l'illimité, le fait d'en mettre toujours plus pour le même prix que l'on avait inventé déjà sur la Freebox, mais avec des petites recettes comme ça, d'arriver sur ce marché, tout en étant volontairement, tout en faisant volontairement des annonces fortes, pour avoir dès le premier jour un marketing, ce qui a plutôt bien marché, parce que le premier jour, je crois qu'on a fait 800 000, 900 000 abonnés, ce qui était pas mal. C'est pas mal, effectivement. Mais on rêve de les faire tous les jours. Hein. Le premier jour, on n'était pas dimensionné pour les faire, maintenant on est dimensionné pour les faire. Si vous avez des idées pour qu'on fasse 800 000 abonnés de nouveau dans une journée, on verra. Et justement, le lancement de Free dans la téléphonie mobile, était-ce une idée à laquelle vous avez songé dès 2002 au moment du lancement de la Freebox, ou la décision c'était plus tard, lorsque vous avez pris des parts de marché dans la téléphonie fixe? 2002, on était relativement petit, parce qu'on était une société qui faisait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Accéder à des licences qui coûtaient 600 millions d'euros et au déploiement d'un réseau à 1 milliard d'euros, intellectuellement, on ne savait pas l'envisager de cette manière-là. Donc, non, j'adorerais vous dire oui, mais on n'envisageait pas de cette manière-là. Mais au fur et à mesure, en grossissant et en ayant des moyens financiers importants, objectivement, on avait 2 solutions. Soit de se dire on va se verser des très gros dividendes, et c'est sympathique, mais c'est pas du tout ce que l'on voulait faire, soit on recréait une nouvelle société dans laquelle on était à même
de reprendre, de recréer un esprit start-up parce qu'on partait de zéro, on partait avec 0 € de chiffre d'affaires. Alors, pendant le lancement de Freemobile, à quelles difficultés avez-vous dû faire face pour rentrer sur le marché, notamment par exemple pour l'obtention de la licence? Je ne sais pas s'il y a eu des pressions de certains lobbies ou des 3 autres acteurs par exemple. Oui, mais ils ont raison, enfin, c'était leur chose de le faire. Le problème, c'est que les très grandes entreprises françaises sont très proches du pouvoir politique. Donc, on se retrouvait souvent avec des argumentaires tout faits, récités par un certain nombre de politiques. Après, au bout d'un moment, comme je le disais précédemment, il y a un certain nombre de politiques qui étaient énervés par le fait d'avoir en France la téléphonie mobile la plus chère d'Europe. Maintenant, on a une des moins chères d'Europe. C'est bien, on a bien avancé. Mais c'était un vrai sujet. Leurs arguments, c'est marrant parce que leurs arguments étaient toujours de dire vous allez vous planter, vous n'arriverez pas à exister, vous n'arriverez pas à fonctionner, vous n'arriverez pas à prendre de part de marché. Et en gros, c'était presque nous rendre service que de ne pas nous donner de licence. C'était un peu ça, c'était une partie des argumentaires. Alors que maintenant, l'argumentaire, il est inverse, il est de nous dire oh là là, vous êtes en train de devenir trop gros, vous prenez trop de part de marché, tout va mal, tout va mal. Donc visiblement, il s'était peut-être trompé pour l'argumentaire de départ. Après, si ce n'avait pas été aussi dur, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu un tel succès. Parce que ça a été dur, parce qu'on a souffert pour obtenir cette licence. À partir de ce moment-là, on a travaillé, on a essayé de tout imaginer pour que ce soit un succès et on a passé notre temps à envisager tout ce qui pouvait se passer. On s'est trompé très certainement sur plein de choses et on se trompe encore sur plein de choses, mais ça nous a permis d'envisager plus de choses que si ça avait été facile. La difficulté, c'est un facteur important de succès. Si c'est dur et si vous souffrez, globalement, vous allez mieux étudier ce qui se passe ou ce qui peut se passer. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en réponse à votre téléphonie mobile, Bouygues ou Orange, par exemple, ont lancé aussi des offres moins chères. Alors, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Comment vous marquez? Attendez, vous avez 2 types d'acteurs sur un marché. Vous avez ceux qui souhaitent la concurrence et ceux qui n'en veulent pas. Moi, j'aime la concurrence. Et à partir du moment où j'aime la concurrence, je n'ai pas reproché à mes concurrents de faire des offres concurrentielles. Donc je suis ravi qu'ils aient fait des offres concurrentielles. Je sais qu'ils nous disent tous qu'ils les ont fait spontanément, c'est pas lié à notre arrivée, qu'ils les auraient fait dans tous les cas, qu'ils auraient spontanément divisé votre facture par 2 ou par 3. J'en ai aucun doute, et vous aussi vous les croyez, j'en suis sûr. Bon, la réalité, peut-être un peu plus nuancée, mais je suis pour la concurrence parce que je pense que la concurrence, elle apporte à tous les niveaux un certain nombre de choses. Et je vais vous donner des exemples concrets qui sont des chiffres non contestés. Jusqu'en 2009, l'investissement des opérateurs, de tous les opérateurs de télécommunications en France était en baisse. Depuis 2009, il progresse. Il progresse, mais fortement. Pourquoi? Parce que quand vous avez de la concurrence, vous souhaitez vous différencier, et quand vous souhaitez vous différencier, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez. Je vous prends un exemple concret. Pensez-vous que tous les opérateurs auraient lancé la 4G à la fin de l'année dernière si nous n'avions pas existé? Ils étaient dans un confort immédiat. Pourquoi investir pour aller lancer une nouvelle technologie alors que celle d'avant, pour eux, leur allait très bien. De toute manière, vous n'aviez pas le choix en prenant autre chose. Et donc, typiquement, le fait de créer de la concurrence pousse des acteurs à vouloir se différencier des autres et à investir. Je vous donne un autre exemple, l'emploi. On vous dit que Freemobile a détruit des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Quelle est la réalité? Quelle est ma perception de la réalité? Parce que vous pouvez la critiquer. La perception, c'est quoi? C'est que l'économie que vous avez fait sur vos forfaits et vos abonnements, vous les avez dépensés ailleurs. Donc ça a créé de l'emploi ailleurs. On vous a rendu, on est très fiers, mais vraiment très fiers, on vous a rendu 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat. 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat, parce que quel que soit l'opérateur chez qui vous êtes abonné, vous payez moins cher aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Vous avez gagné, nous avons gagné 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Je ne crois pas que vous les ayez mis avec les épargnes, vous les avez utilisés pour acheter autre chose, pour aller plus au restaurant, pour je ne sais pas quoi, mais vous les avez utilisés pour consommer ailleurs. Et vous avez créé des emplois dans ces autres métiers. Donc ça, c'est de l'emploi indirect créé, et c'est 7 milliards d'euros par an qui créent l'emploi. À côté de ça, parallèlement à ça, l'emploi dans les télécoms, jusqu'à aujourd'hui, il a progressé. C'est-à-dire qu'entre 2009 et aujourd'hui, l'emploi sectoriel, direct, a progressé. Il y a un emploi qui a peut-être baissé, mais comme on n'a pas de chiffres, je ne sais pas répondre sur ce point, qui est l'emploi indirect. Pour les centres d'appel, qui sont passés des opérateurs ou autres. Il est possible que dans ces secteurs, l'emploi ait baissé, mais on n'a pas de chiffres et on ne le sait pas. Et dans le seul point mesurable, on sait qu'on a créé l'emploi. C'est dans le secteur des télécoms, on sait que notre arrivée a été créatrice d'emplois. C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous, on a eu un réseau déployé, il a fallu salarier les gens, créer de l'emploi, on a eu des centres d'appel supplémentaires,
Les autres acteurs ont voulu se différencier et eux-mêmes retravailler leurs effectifs pour se différencier et créer des choses nouvelles. Et on a directement dans ce secteur cette concurrence ouverte à créer de l'emploi. La seule chose qui est baissée dans le secteur des télécoms, c'est quelque chose qui nous touche assez peu, c'est les dividendes de ces opérateurs. Pour la majorité d'entre eux, ils partent dans des pays étrangers. Je pense que ni nous, ni SFR, ni Bouygues, ni Orange ne vous font pleurer. On reste des groupes relativement riches. Nos cours de bourse par rapport à notre arrivée de ces 4 acteurs a progressé. Donc, je pense que cette concurrence, cette arrivée de ce 4e acteur n'a qu'un bilan positif. Je ne vois pas de point noir sur cette arrivée et sur la création d'un nouvel acteur en concurrence. Donc justement, 2 ans après, avec le recul, quel a été le plus grand obstacle, s'il fallait en choisir un, que Free a rencontré pour justement s'implanter dans la téléphonie mobile? Poser des antennes, parce que, vous le savez, personne ne veut avoir une antenne à proximité de chez soi, et donc c'est très compliqué de poser des antennes. Aujourd'hui, on a un peu autour de 65% de la population, on a autour de 3000 antennes. Chaque pourcent à gagner maintenant, c'est beaucoup d'antennes, c'est complexe. Mais je vous prends ici un simple exemple. Sur Paris, je pense qu'il nous faudrait 300 antennes, on a 100 et quelques. Et rajouter les antennes sur Paris, c'est extrêmement complexe en termes de procédures, de procédures administratives, d'acceptation par le public des gens qui sont à proximité de ces antennes. Et toutes ces choses-là, c'est la partie compliquée. Maintenant, ça avance, ça se fait à un rythme. On préférerait que ça aille beaucoup plus vite, et ça se fait à un rythme le plus rapide possible. En avril 2014, bouleversement dans le marché des télécoms, Numericam rachète SFR via sa maison mère Actis. Quels sont, selon vous, les véritables enjeux de ce rachat? Je pense que le véritable enjeu, c'est d'estimer que SFR était un acteur appartenant à un gros groupe et mal géré, pas géré de manière rationnelle, et qu'un entrepreneur, un ancien je ne vais pas dire du mal, mais un entrepreneur est arrivé en se disant que lui pourrait rationaliser le fonctionnement de cette entreprise, même si le marché est difficile, arriverait sur une base équivalente de chiffres à améliorer le fonctionnement de cette entreprise. C'est ça le sujet. Derrière, moi, personnellement, c'est une chose... Enfin, j'adore la concurrence, donc je ne peux pas être triste de voir un acteur, en plus je suis en concurrence avec lui dans d'autres pays du monde, je suis ravi de voir cet acteur arriver un peu plus durablement que j'ai pensé. Mais pensez-vous que cela va changer quelque chose pour le consommateur, notamment dans le marché des télécoms? Quand vous prenez un marché quelconque, donc on peut prendre celui des télécoms, que vous ayez 2, 3, 4, 5 ou 6 acteurs, qu'est-ce qui est important? C'est que vous ayez ce que les autorités de concurrence appellent un maverick, c'est-à-dire quelqu'un qui ait envie de faire fonctionner la concurrence. Et si la question c'est de dire est-ce qu'on a envie de faire fonctionner la concurrence, la réponse est oui. On est le plus petit acteur de ce nouveau secteur. Je vous prends simplement un exemple. SFR, ça doit faire 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on en fait 4. Orange, peut-être, je ne sais pas, une quinzaine. Et si Orange rachète Bouygues, ça va devenir encore plus gros. Donc on restera le petit acteur. Est-ce que vous pensez que ma volonté, notre volonté, c'est de rester le petit acteur de ce secteur? Non. Donc on restera un acteur qui a envie d'avoir de la croissance. Tant mieux que les autres se réunissent et deviennent plus gros, ça nous donne encore plus d'espoir, encore plus de volonté de se battre. Si on avait dépassé tout le monde, quel est l'intérêt? Non plus. On est content d'avoir des acteurs qui sont forcés. Vous en parlez justement, Bouygues a récemment fait part de sa volonté de se séparer de sa branche télécom, et d'après les rumeurs, Orange réfléchirait à la question d'un éventuel rachat. On aimerait savoir justement où se place Free dans tout ça. Peut-être un rachat de Bouygues Télécom par Free, on ne sait pas. Nous, notre métier, c'est d'avoir de la croissance naturelle. C'est ce qu'on aime faire. Vous avez rappelé qu'on avait racheté Alice. Très bien, c'est une très belle affaire financière, on a gagné plein d'argent, c'est fantastique, mais ce que l'on aime faire, c'est partir. On a créé cette société, elle faisait 0 € de chiffre d'affaires, elle fait 4 milliards aujourd'hui, et sur le même modèle, on a envie de lui faire 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur le même modèle de fonctionnement, de croissance naturelle. Et ça, c'est ce que l'on aime faire. Donc, racheter nos concurrents, c'est objectivement pas ce que l'on préfère faire. Maintenant, si certains de nos concurrents fusionnent ou se rapprochent, je pense qu'il y aura permettre à la concurrence de se développer, probablement des choses qui seront mises par les autorités de concurrence, il est possible qu'on en soit bénéficiaire. Mais on verra à ce moment-là. J'ai lu comme vous dans la presse que pendant longtemps je voulais racheter des livres. Très bien. Ensuite, vous voulez le racheter? Ah non, je redis, notre truc c'est la croissance naturelle. Si on est obligé pour rendre service, on le fera. Alors, concernant encore Free, dans le futur,
comment imaginez-vous, enfin, le business model, c'est toujours vendre des forfaits, mais se développer notamment à l'international? Business model, c'est vendre des forfaits. Oui. Non, mais comment comptez-vous vous développer à l'international, par exemple, si vous comptez le faire? Aujourd'hui, tant qu'on a de la croissance en France et de la croissance forte, notre truc, c'est de continuer ici. Donc je vous ai donné les chiffres. Le marché des télécoms, c'est un peu moins de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On fait 4 milliards. C'est-à-dire que l'on est cité dans 95% des articles de presse qui parlent de télécom, mais on fait 10% du chiffre d'affaires du secteur. Donc on se dit qu'on peut peut-être essayer déjà localement de s'améliorer. Après, à titre personnel, je suis actionnaire ou propriétaire ou co-exploitant ou exploitant d'opérateurs dans plusieurs pays dans le monde. Et puis très différents, au Kosovo, en Afghanistan, en Israël, à Monaco. Ne cherchez pas la logique, c'est un peu différent, mais ce sont des opérateurs qui ont chaque fois des particularités, mais ce n'est pas mon métier, mon seul métier, c'est Free. Tant qu'on a de la croissance chez Free, je n'ai pas envie d'aller m'occuper de choses moins importantes. Alors, on entend aussi souvent parler en ce moment des big data, surtout ici, parce que ce sont des données tellement volumineuses que c'est bien difficile de toutes les analyser. Surtout ici, parce que Télécom Paris Tech a décidé de lancer un programme d'études spécial Big Data. Alors, à votre avis, quel enjeu les Big Data vont-elles représenter pour les années à venir? Pour moi, je comprends que vous l'étudiez de manière séparée, mais c'est comme quand il y a 10 ans, on nous disait, on nous posait la question sur l'IP. Qu'est-ce que vous pensez de l'IP? Est-ce que l'IP va arriver? Quels sont les enjeux de l'IP? Mais c'est notre quotidien. Aujourd'hui, un opérateur, donc on a, je sais pas, une quinzaine de millions, un peu moins, 14 millions de gens qui sont abonnés chez nous. Ces 14 millions de personnes qui font des tonnes de choses, ils téléphonent, ils regardent des chaînes de télévision, des choses comme ça. Donc on a, pour chacun d'entre eux, chaque jour, des milliers d'informations. Et donc on se retrouve chaque jour avec des milliards d'informations. Donc pour nous, cette problématique, ce sujet, il a été traité en amont. Et on a ces volumétries. Et les opérateurs, par essence, ont toujours géré, ont toujours eu énormément de données. Donc pour nous, c'est quelque chose d'entièrement intégré dans notre vie, notre quotidien. Donc je n'y vois pas un enjeu dans nos métiers. On a toujours été habitués à avoir des énormes bases de données, les mélanger avec d'autres énormes bases de données, et à vivre avec. Donc je n'ai pas la perception des enjeux qu'ont habituellement les entreprises qui n'ont jamais été confrontées à ça. Donc j'ai du mal à vous répondre avec une réponse intelligente à ce sujet, puisque c'est déjà ce que l'on vit tous les jours dans nos métiers. Donc, alors, quels sont selon vous les domaines de compétences à privilégier pour vous? Pour nous, oui. Déjà, je pense que vous avez fait le plus dur, Mathieu Faxley, c'était dur, donc ça va être plus facile. Donc, reposez-vous un petit peu, pas trop longtemps. Non, ce qui me paraît important, c'est, je pense que plus que le fond de ce que vous apprenez, c'est la forme. C'est d'être capable d'analyser, de prendre des problèmes, de les analyser et de les démonter pour sortir une solution. Donc je ne sais pas si au quotidien, dans votre vie professionnelle, vous utiliserez à 100% ce que vous êtes en train d'apprendre ici. Je vois que M. Pollard, ça va nous passer, on va faire discuter. Mais est-ce que c'est ça qui est important ou c'est la manière de penser que l'on est en train de vous apprendre, qui est importante? Et pour moi, je pense que c'est ça la base. Vous allez avoir des connaissances et ces connaissances, vous pourrez les trouver partout ou les apprendre ou les acquérir à un autre moment. Je pense qu'il est important pour vos amis ici, c'est être capable, en face d'un problème, d'avoir un raisonnement pour trouver une solution, quel qu'il soit et quel qu'on soit les mêmes. J'en suis sûr, pas seulement dans les télécoms. Et c'est ça qui est important, c'est d'être capable de formater ou de fabriquer votre esprit de telle manière qu'il puisse résoudre toute forme de problème que vous pourrez trouver ensuite en entreprise. En juin 2010, vous montrez votre volonté de peser dans l'activité de l'information et de la presse écrite, en prenant notamment le contrôle du quotidien Le Monde. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est pas un choix. C'est un journal. J'ai toujours investi dans la presse. Quelle était ma volonté? C'était de garder une presse indépendante en France. Le journal Le Monde se retrouve dans une situation qui était proche du dépôt de bilan et dont il n'avait aucune chance de se sortir. C'est un journal qui appartenait, qui appartient d'ailleurs encore en partie, aux journalistes. Or, qu'est-ce que je crois? Je crois que si vous me faites écrire un article pour un journal, vous êtes très mauvais. Et si vous demandez à l'inverse à un journaliste de gérer une entreprise, ça ne peut pas bien se passer. Et donc l'idée avec
Mathieu Pigasse et Pierre Berger, c'était de reprendre le monde, de lui inculquer, de le transformer en entreprise, de le ramener à l'équilibre, ce qu'on a fait relativement rapidement, quelques mois, et de lui donner les moyens d'aller se battre au moment où il y a l'enjeu numérique. Aujourd'hui, vous lisez plus ou très peu des journaux en papier, demain nos enfants ne les liront plus du tout. Donc il faut réussir néanmoins à continuer à rémunérer des gens pour être capable de produire de l'intelligence et une analyse intelligente. Et il faut qu'il y ait un marché en face pour payer et l'acheter. Et donc c'était l'idée en arrivant au monde de rationaliser la gestion de ce groupe, parce que c'est pas que le titre Le Monde, c'est de nombreux titres de presse, de rationner la gestion du groupe Le Monde, de l'amener à l'équilibre, ce qui est le cas aujourd'hui, maintenant de lui faire dégager des profits, lui garder une indépendance éditoriale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires, c'est-à-dire Pierre Berger, Mathieu Pigasse et moi-même, proposons un directeur qui est ensuite approuvé par 60% des journalistes. Voilà, c'est notre droit éditorial, c'est notre principal droit, voire notre seul droit éditorial. Et ensuite, nous, notre travail, c'est qu'avec ce travail d'intelligence fait par les journalistes du monde, on soit capable de générer un chiffre d'affaires, aujourd'hui au travers du papier, demain au travers du numérique. Le Monde est le premier vendeur d'abonnements numériques d'information, et tout en restant intéressant pour toute forme de public, ou tout type de public, y compris vous, ce qui n'est pas gagné, donc il faut qu'on arrive à moderniser ou à rendre l'offre désirable pour tout le monde, et si possible, les plus jeunes, parce que les jeunes lecteurs du Monde aujourd'hui seront les abonnés de demain. Donc, on a fini cette partie un peu sur Free. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Twitter notamment. Oui, plusieurs questions. En particulier sur le fait que Free a des forfaits avec un peu de concurrence. Et plusieurs personnes se demandent comment Free fait pour être rentable, avec notamment votre forfait à 12 euros. Alors, on y va. Le premier truc, c'est qu'on est déjà rentable. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais Free, 2 ans après son existence, est déjà rentable. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que quand vous vendez un forfait à 2 euros, vous vendez un forfait sans data. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un d'entre vous ici qui n'utilise pas la data sur son mobile. Le pari, c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment, on va tous utiliser de la data. Et donc, vous avez ni plus ni moins qu'une offre qui pousse des gens à venir utiliser un produit et qui, naturellement, migreront, peut-être ou pas, d'ailleurs, c'est pas important, mais migreront un jour sur une autre offre qui sera un peu plus chère et donc potentiellement un peu plus avantageuse pour l'opérateur et encore. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand vous vendez un forfait à 2 euros, qu'est-ce que vous faites passer dessus? Vous faites passer des SMS illimités et 2 heures de voix. Maintenant, si je vous dis, je vais vous faire un abonnement sur votre connexion à Internet pour 2 heures de voix et envoyer des textes, des messages, et je ne sais pas si vous utilisez du MSN, du Skype, je vais vous facturer 2 euros par mois, donc vous allez trouver ça très cher. Aujourd'hui, la voix sur Internet, au travers de quel que soit le produit que vous utilisez, elle est devenue gratuite, et l'émission de messages sur la messagerie, un produit de messagerie instantanée, est devenue gratuite. Donc ce sont des choses qui coûtent extrêmement peu cher à produire, et à partir de ce moment-là, les vendre à la réalité du prix que ça coûte à produire, nous paraissait cohérent. Donc on est réellement dans cet état d'esprit, dans ce fonctionnement-là. Après, on est une entreprise comme les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une entreprise qui a un fonctionnement entrepreneurial. Les gens qui s'en occupent, qui travaillent chaque jour, sont associés à son fonctionnement, à son développement. Donc, ils sont très intéressés à ce que ça marche bien, à ce que ça gagne de l'argent. Et donc, on avance dans ce sens et on va avoir une rentabilité explosive. Parce qu'aujourd'hui, quand nous n'avons pas d'antenne qui fonctionne, on utilise le réseau d'Orange, puis Orange nous vend un prix absolument indécent. Donc à chaque fois qu'on met une antenne et qu'on supprime le réseau d'Orange, notre marge devient explosive, fantastique. Donc notre marge n'est rien à côté de celle qu'elle sera dans les mois, les semaines, les mois et les années qui viennent. Chaque jour elle progresse. Et vous allez voir, ça va devenir hallucinant. Merci. Donc vous serez encore moins inquiet. Notre camarade sur Twitter sera encore moins inquiet pour nous porter à des mais je suis content qu'il ait de la peine pour moi. C'est assez rare. Pour une fois qu'il ait de la peine pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, justement, sur le secteur des télécoms, celui-ci a particulièrement changé durant les dernières années. Quels sont, selon vous, les enjeux à venir de ce secteur? Les enjeux, c'est d'être capable d'inventer des choses pour
ne pas devenir, ce que je vous citais tout à l'heure, une entreprise d'électricité. C'est-à-dire que les opérateurs mobiles dans le monde entier ont été assez mauvais pour se faire manger un bout de leur marché par Apple, Samsung et autres grandes marques de fabricants de mobiles. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, vous étiez abonné chez un opérateur, maintenant vous avez un iPhone, votre opérateur mobile est devenu quelque chose comme ça. N'importe lequel est devenu quelque chose comme ça, sur lequel il n'y a plus de rapport, il n'y a plus un rapport, il n'y a plus un feeling ou un sentiment vis-à-vis de lui. Et donc les opérateurs mobiles ont perdu. Sur le fixe, on arrive toujours à avoir ça, et on arrive toujours à créer ce rapport. Donc notre vrai métier, notre vrai travail, c'est de ne pas finir comme un simple vendeur de tuyaux, et d'être capable d'inventer des choses qui vous poussent à non pas acheter simplement un tuyau, mais ce que l'on est capable de mettre autour. Sur le mobile, ça va être dur. Sur le fixe, pour l'instant, ça continue, ça se passe bien et ça va continuer de bien se passer. Et donc, on arrive à être suffisamment imaginatif pour ne pas terminer comme un vendeur à la fin d'un tuyau qui seront tous les mêmes chez tous les acteurs. Dernière question, sur la fibre optique qui a du mal à percer. Quelles sont les raisons de ces difficultés et où Free se place-t-il sur ce secteur? On a investi à ce jour 800 millions d'euros sur la fibre optique, ce qui doit faire de nous le deuxième investisseur français. Quel est le problème? C'est que tous les acteurs du marché vous ont donné un ADSL de tellement bonne qualité que, globalement, la fibre optique, vous n'arrivez pas à voir ce que vous pouvez en faire de différent. Alors, bien sûr, il y a quelques centaines ou quelques millions de Français qui sont intéressés, mais on n'est pas dans un produit massif. Aujourd'hui, comment se passe le déploiement? Tous les acteurs ont déployé les très grandes villes, et ensuite tous les acteurs du marché ont un accord en cours pour déployer les villes vraiment sous les autres villes. Il y a un leader et les autres cofinancent ce développement. Moi, je pense qu'un jour, une application ou quelque chose sur Internet de déterminant sera inventé, et ce jour-là, cela entraînera un jour le passage à la volonté de tout le monde d'avoir plus de débit, et ce jour-là, la fibre optique explosera. Aujourd'hui, les chiffres sur la fibre optique sont absolument faibles. Si vous vouliez, je vous prends un exemple concret qui est le câble opérateur. On a un câble opérateur en France. Ce câble opérateur n'a pas progressé en nombre d'abonnés depuis 2007. Pourtant, il offre un débit où il laisse. Enfin, on peut penser qu'il offre un débit supérieur, mais il n'y a pas de demande pour aller chez nous, il n'y a pas une hausse de ce nombre. Oui, c'est moi qui choisis. Oui. Bonjour, je m'appelle Benjamin Vacances, je suis fondateur d'une startup qui s'appelle AfroStream. AfroStream, c'est le Netflix du contenu afro. Et je vous parle de ça parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'engouement. Les Américains y vont et investissent, les Suédois. Et je voulais savoir quel est, en tant qu'investisseur, votre projet pour l'Afrique, ce marché émergent. Mon métier, c'est d'aider les jeunes ou des gens à créer des entreprises. Un des métiers, pas mon métier principal, mais une des volontés que j'ai toujours, c'est d'aider des jeunes à créer des entreprises. Alors, qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez que vous avez des endroits où il y a plus ou moins d'entrepreneurs. En Afrique, il y a très peu d'entrepreneurs dans les nouvelles technologies. Vous en avez beaucoup sur le commerce de proximité, sur des choses comme ça, mais dans les nouvelles technologies, j'en connais pas beaucoup. Vous êtes investisseur dans quelques entreprises et c'est plutôt le nord de l'Afrique, ou tout sud de l'Afrique. Mais entre les deux, c'est pas là où on en a le plus. Mais au-delà de ça, mon vrai métier, mon seul et unique métier, c'est Free, la France. Et le reste, j'ai quelques occupations ailleurs, mais mon seul vrai métier, il est ici. Et où est-ce que vous trouvez les contenus? Les contenus, on les achète dans les studios, les majors et les indépendants. En gros, moi je suis à Joseph Family, la startup à Joseph Family. Chez Alice. Chez Alice. Et l'idée, c'est de travailler d'abord ce contenu pour le distribuer en France, en Europe, où il y a une grosse demande de contenu, on va dire, bac, parce qu'il y a 20 millions soit d'afro, soit de fans de culture afro en Europe. Et ensuite, c'est d'attendre que l'Afrique se développe. Mais il faut savoir qu'en Afrique anglophone, que ce soit au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud, il y a déjà des grosses startups et des grosses entreprises qui sont sur là-dessus les technologies. Bonne chance. Alors, on n'a pas tout à fait fini. En 2013, vous avez créé 42. C'est une école qui n'acclame pas de diplôme, qui n'en délivre pas. Pourquoi avoir voulu créer une école de programmation, en fait, alors que des écoles comme celle-ci, ou Vita, Epitech, qui donnent tout le monde d'ingénieurs informatiques déjà? Alors, pour plusieurs raisons. Un des premiers éléments importants, c'est que chaque année, le système scolaire exclut, on ne connaît pas le chiffre, on pense 400 000, 500 000 jeunes. C'est-à-dire, vous avez chaque année 500 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune formation. Pourquoi ils en sortent? Parce que
pour plusieurs raisons, parce que les parents ou leur entourage ne les poussent pas à continuer une scolarité, parce que la méthode d'enseignement ne leur va pas. Pour plein de raisons, vous pouvez les imaginer. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Pas grand-chose. Un truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez passage à l'école, vous risquez que vous n'aviez pas des bonnes notes, c'était le lycée professionnel, des trucs absolument horribles, non pratiques, qu'on a dévalorisés. Et ces jeunes, en fait, ils n'ont pas d'espoir, rien, et globalement, on a tout, enfin, on a à cet endroit-là tout pour avoir, chaque année, des exclus qui vont faire rien, qui vont devenir des assistants de la société, et ça ne peut pas marcher, et qui vont être les jeunes que l'on va considérer comme des jeunes à problème. À côté de ça, on a un autre sujet, c'est qu'on a en France un truc qui ne marche pas bien, qui est l'ascenseur social. C'est-à-dire que si mes parents sont ouvriers, j'ai moins de chances de me terminer à comme Paris que si mes parents sont chefs d'entreprise. C'est pas un sujet vis-à-vis de vous, c'est juste que l'on a besoin d'aider chaque jeune, quelle que soit sa provenance ou son origine sociale, à s'élever socialement, parce que sinon, de nouveau, on a un problème de société et on ne sait pas créer l'espoir. Et puis à côté de ça, je connais un métier qui est la programmation informatique, qui nécessite, et purement la programmation informatique, qui nécessite assez peu de culture générale, dans lequel les Français sont assez recherchés, dans lequel on a des très bonnes écoles privées, généralement, vous devez citer Epita, Epitech, enfin plutôt Epitech, qui sont de très bonnes écoles privées, mais qui s'adressent de nouveau à des gens qui sont plutôt aisés, qui ont les moyens de payer cette scolarité, c'est une scolarité chère, autour de 8 000 € par an. Et donc en mélangeant tout ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit on peut créer une école dans laquelle on va sélectionner les jeunes sur des critères qui ne sont pas leur passé scolaire, et on va oublier leur passé scolaire, et ensuite les former à un seul métier en oubliant délibérément la culture générale, ce qui est un défaut qu'on peut nous reprocher, hein, mais en oubliant délibérément tout le reste. On va leur apprendre que la programmation informatique, et au bout, on va leur permettre, ou avec ce savoir, on va leur permettre de trouver un job. Comment on fait la sélection? La sélection, c'est on va sur un site web qui s'appelle 42.fr, on passe un concours, ça dure une vingtaine d'heures, et ça ne teste qu'une chose, c'est la logique. Et cette logique, on l'a si nos parents ont eu la gentillesse d'avoir un ADN logique et de nous le transmettre. Donc l'année dernière, 70 000 jeunes, 70 000 personnes ont passé ce test. Sur ces 70 000, 20 000 sont allés au bout de ces tests. Et sur ces 20 000, on en a plus de 3 000. Et ces 3 000, on les a fait bosser 450 heures sur un mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait votre dernier mois de promo, votre dernier mois de maths P, on a fait un truc un peu comme ça, et on leur a mis une pression. Et là, qu'est-ce qu'on a jugé? On a jugé leur volonté de s'en sortir, leur volonté de réussir, leur capacité à travailler. Et ces 1000 jeunes, qu'est-ce que l'on fait? On les prend, on les forme pendant 3 ans gratuitement à l'informatique, on les aide à trouver un logement. Vous savez que les prêts étudiants, c'est compliqué, on leur fournit un prêt étudiant et on est caution dans le prêt étudiant, et on les rend indépendants. Et on leur apprend que ce métier qui est celui de la programmation informatique. Comme souvent ils ont été en échec scolaire, on ne pratique pas des méthodes d'enseignement classiques. Alors vous pouvez regarder sur internet, c'est bien expliqué, mais on va pratiquer des choses qui s'appellent le peer-to-peer learning, on va pratiquer l'autonotation, des choses comme ça, des choses qui vont faire que pour eux ça devient un énorme jeu en fait. Et on a transformé le fait d'apprendre la programmation informatique en un jeu. Alors ça peut paraître particulier pour vous qui avez suivi des scolarités brillantes, qui avez passé le concours le plus dur possible, qui est là où l'une des écoles les plus brillantes de la République, mais il ne faut pas oublier que d'autres, à certains moments de leur parcours, se sont trouvés exclus, et ce n'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas des valeurs ou des qualités, et qui leur permettaient d'apprendre un métier. Et la programmation informatique, en ça, est un métier qui nécessite assez peu de culture générale pour la pratiquer, ou pour la faire ensuite de manière pratique. Alors, au bout, on sort des jeunes qui, avec ce savoir, vont gagner en France des salaires fantastiques en sortie d'école, autour de 45 000 €. S'ils partent aux US, autour de 110 000 $. On a des salaires importants en sortie d'école. Après, la progression dans leur vie professionnelle ne sera peut-être pas exactement la même que vous pouvez avoir, vous, après vos études. C'est une progression généralement plus faible. Mais aussi, un certain nombre d'entre eux créeront leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu et que je sais important. Il existe très peu de métiers, très peu de savoirs que l'on peut avoir qui permettent de créer une entreprise seule et avec très peu de moyens. Et la connaissance ou le savoir de la programmation informatique le permet. Et si vous prenez tous les grands exemples
américain de ces dernières années. Ce sont deux jeunes qui se réunissent pour créer une entreprise avec une bonne idée qui développent eux-mêmes leurs produits. C'est eBay, c'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter. Et toutes ces sociétés, ce sont des gens qui savaient programmer, qui ont une idée et qui ont créé leurs produits et qui avaient à l'origine au lancement d'idées pas de moyens ou très peu de moyens. Et en ça, j'espère que chez 42, comme j'espère qu'ici un certain nombre d'entre vous s'intéresseront à la programmation, vous arriverez ou vous aurez le savoir nécessaire pour inventer ou créer un produit qui pourra bouleverser le monde, comme ça s'est passé pour Google, pour les sites. Donc, le système des classes prépa des grandes écoles, hormis d'exclure, est-ce que vous pensez qu'il formate pas un peu l'esprit? Moi, ce que j'adore dans les prépas, c'est de vous faire travailler pendant 2 ans. Parce que s'il y a vraiment quelque chose dont je suis sûr, c'est que pendant 2 ans, vous avez vraiment travaillé. Enfin, 3. C'est un peu 3, mais chacun son problème. C'est trop son problème. Non, et c'est vraiment être capable, cette capacité qu'on vous a donnée, cette capacité que vous êtes donnée de par votre ambition de travailler. Et ces classes préparatoires, je pense qu'elles sont importantes. Alors, c'est sûr qu'après, il y a un peu une redescente, on va dire. C'est un peu une coupure. Mais je pense que ces 2 années sont absolument primordiales pour être à même d'envisager des postes à responsabilité, pour être capable de vivre le stress que vous allez vivre. Alors, et je ne sais pas si on sait le reproduire d'une autre manière, de manière aussi forte, quelles que soient d'autres formes d'enseignement. Et je pense que ces classes préparatoires, elles sont probablement douloureuses pour nombre d'entre vous, mais je suis sûr que c'est des bons souvenirs, parce que quand on souffre et qu'on a vu d'autres, parfois on garde des bons souvenirs, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est été extrêmement important. Et puis après, maintenant vous allez appliquer, vous allez apprendre des choses plus pratiques. Mais je pense que la sélection des grandes écoles est une bonne sélection, ou un bon format pour des gens qui ont suivi une scolarité plus normale. Et ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il faut oublier les gens qui sont restés à d'autres étapes sur le bord de la route. Bien sûr, mais alors, toutes les success stories américaines dont vous nous parlez... Stanford, c'est ça, ils ont tous fait des grandes écoles? Non, déjà peut-être, mais surtout, ils sont très jeunes, ils ont 18-19 ans. En prépa, c'est inconcevable enfin, peut-être pas pour vous, mais... je ne sais pas si on peut voir des années après les notes. Ce que j'ai pu faire, c'était pas très brillant, donc visiblement j'avais choisi. En prépa, c'est très difficile de s'imaginer créer une entreprise, alors que toutes ces success stories américaines ont été faites très jeunes. Donc est-ce que vous ne pensez pas que la prépa empêcherait un peu le désir d'entreprendre? Moi, je pense que vous êtes aujourd'hui, ici, maintenant, au meilleur moment pour créer votre entreprise. C'est-à-dire que vous avez une vingtaine d'années, 20, 21 ans, vous savez ce que c'est de travailler, vos 2 années de prépa vous ont formé à ça, et vous avez aujourd'hui une sorte de sécurité, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, votre vie n'est pas faite, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas d'enfants, vous avez des sources de revenus qui vous permettent de suivre une école, et vous êtes au meilleur moment, ou au moment où vous prenez le moins de risques pour créer une entreprise. Et vous y êtes aujourd'hui. Alors que ça soit 18 ans ou 19 ans aux États-Unis ou 20 ans en France, c'est un peu pareil, 21 ans en France, mais je pense que le moment de votre scolarité, maintenant, cet instant-là, c'est un moment où vous pouvez, si vous avez un projet, une bonne idée, une volonté, une envie, c'est le meilleur moment pour aller créer votre entreprise, parce que c'est là où, vous prendrez le moins de risques pour vous, 2, c'est parce que c'est là où vous avez l'esprit le moins formaté, et si vous commencez à travailler dans des entreprises, vous allez avoir un esprit formaté par ces entreprises qui vous empêchera d'une certaine manière, une forme de créativité, d'invention. Et donc je ne peux que vous inviter, si vous avez un projet de création d'entreprise, il faut vous dépêcher, on a déjà visiblement qui ont commencé, mais essayez d'imaginer ou de connaître un secteur, ou de connaître une activité qui vous passionne, dans laquelle vous vous sentez confortable, essayez de découvrir ce qui se passe derrière cette activité, comment elle est capable de fonctionner, et puis avancez, voyez comment vous pouvez être innovant sur ces secteurs, et lancez-vous. Et c'est le bon moment. Vous êtes vraiment dans les 2-3 ans qui viennent, au bon moment, ou les 4 ans qui viennent, au bon moment pour faire. Justement, on aimerait s'adresser à l'entrepreneur et à l'investisseur que vous êtes. En mars 2010, vous créez votre propre fonds d'investissement Kima Ventures, et en août 2012, vous avez déjà investi dans plus de 160 entreprises. Quelles sont, selon vous, les qualités qui démarquent un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur? Alors, j'ai fait ça toute ma vie, en fait, parce que déjà, ma première fourniture d'accès à Internet, c'est de découvrir quelqu'un, d'investir sur lui, et de créer des 93 cerveaux. Toute ma vie, j'ai fait ça, et en fait, mais c'est public, j'investis ou j'aide à peu près 2 entreprises par semaine, 2
depuis toujours. Alors c'est jamais sur les petits montants, c'est toujours du seed capital, c'est-à-dire le premier tour. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est d'essayer, premièrement, c'est d'essayer d'éviter, et on passe notre temps à le répéter, d'éviter les copycats. C'est-à-dire ça ne sert à rien de faire Google pour faire Google. C'est bien, il y en a déjà un, il fait bien le service, personne ne va changer si vous n'êtes pas capable d'inventer quelque chose de réellement différenciant. Et essayer d'imaginer ce qui va vous faire ne pas utiliser Google, moi je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce que l'on peut inventer de différenciant qui va faire que vous n'utilisiez plus ce produit. Il y a d'autres choses, donc si on essaie d'imaginer des secteurs plus faciles, on va être dans les nouvelles technologies, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, c'est plus facile d'essayer d'imaginer des choses. Mais s'il s'agit de copier des choses existantes, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est donc de connaître le secteur, je vous disais précédemment, de connaître le secteur ou l'activité dans laquelle vous souhaitez créer quelque chose qui vous passionne. Donc si vous passez, je vous reprends l'exemple des réseaux sociaux, 10 heures par jour sur les réseaux sociaux, que vous connaissez tout exactement, vous comprenez la logique, comment ça marche, comment se crée la viralité sur un réseau social, vous avez déjà le boom pour inventer quelque chose. Et puis, la troisième chose, c'est votre énergie. Est-ce que vous êtes à même de faire ce que vous avez fait en maths sup, maths p, dans la création d'entreprise? Ça peut même être un petit peu plus dur. C'est moins facile. Le jeu est mondial, vous n'êtes pas tout seul. La course de rapidité, elle est là. C'est plus lourd. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut vous apporter une solution à vos problèmes, vous la trouvez tout seul. Et si vous êtes prêt à faire tout ça, allez-y. Mais qu'est-ce que vous allez juger? Vous allez juger d'abord la motivation des personnes que vous voyez, leur track record, parce qu'elles ont déjà fait des choses avant, mais principalement la motivation, et puis après la qualité de leur projet et quelles choses nouvelles elles sont capables d'apporter. Et si vous voulez, tous les jours, vous voyez des gens qui sont capables, quel que soit le secteur, quel que soit le sujet, d'inventer des choses nouvelles ou de voir un secteur d'une manière différente. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça que le monde évolue. C'est d'avoir des gens qui sont à même d'inventer des choses différentes, qui vont rencontrer un public, et que cette chose se propage et soit utilisée par chacun d'entre nous. Et toutes les entreprises ne sont pas Google, Facebook et Free. Quel conseil proposeriez-vous en cas d'échec? Vous avez une énorme chance, c'est qu'il y a 10 ans, quand on se plantait une fois, on ne pouvait pas recommencer maintenant. Sur la base du modèle américain, l'échec est considéré comme un apprentissage accéléré des choses à ne pas faire, si je peux le synthétiser avec ces mots-là. C'est de se dire, si quelqu'un s'est planté, il n'a pas envie de recommencer, et il va voir les choses mieux, il va faire les choses mieux. Et donc aujourd'hui, même quand on se plante, on sait redémarrer en France. Et c'est quelque chose où, même avant, il y avait un problème moral, c'est-à-dire qu'on s'était planté, on n'avait pas envie de recommencer, on ne pouvait pas recommencer, et la société n'acceptait pas qu'on recommence. Le problème moral est réglé, même le problème judiciaire. Dans le temps, on était failli, on avait déposé le bilan sur une boîte, on était failli, c'était quelque chose de très grave, et toutes les choses autour de ça ont été aménagées. On peut se planter sur une boîte et relancer une autre. Et c'est accepté comme ça. Donc l'échec doit être considéré comme quelque chose de positif au redémarrage ou à la possibilité de se recréer. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu de boîtes qui se plantent. En général, les boîtes finissent par se rapprocher, par avancer, par mutualiser des choses, et puis se recréer soit un autre format et réessayer soit un autre format. Donc elles se transforment, elles évoluent, elles se rapprochent, et puis au bout d'un moment, il existe des choses qui marchent et qui fonctionnent. Donc il y a une étude qui a été faite assez récemment qui dit que un jeune sur deux souhaite entreprendre, mais à la sortie des grandes écoles, 1%. 1%, voilà. 1% des élèves écoles de commerce et d'entreprise entreprennent. Quels sont les freins, que ce soit psychologiques ou réglementaires, qui empêchent en France l'esprit d'innovation et de création d'entreprise? Les grandes écoles partout. Bah, les grandes écoles en France, parce que c'est 1 sur 2 qui sont Non. Je crois que les grandes écoles françaises vous préparent à quelque chose d'assez douillet. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre vous, je fais 3 ans ici, sortie d'école, je vais avoir tant de salaire, mon plan de carrière c'est comme ça, et j'ai une vie potentiellement tranquille. C'est un choix. C'est un choix. Et le fait d'avoir des traitements des très bonnes écoles en France fait que ce choix est possible. Maintenant, et je ne veux pas, encore une fois, c'est le cas qui m'est propre, je veux estimer que j'ai des bêtises, mais travailler dans une entreprise, c'est peut-être, alors en fonction de l'entreprise, ça peut être différent, mais ça va être travailler sous la direction de quelqu'un,
c'est ne pas faire ses choix ou ne pas faire l'ensemble de ses choix en permanence. Être créateur d'entreprise, c'est choisir son activité, faire ses choix au quotidien et avoir un résultat direct à ses options, ou à ses choix, ou à son travail. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument merveilleux et fantastique, mais que certains préfèrent le confort douillet de grandes entreprises. C'est acceptable, c'est des choix de vie différents. Je pense juste que la satisfaction personnelle, si on est capable de créer une entreprise et que ça marche, apporte une joie et une joie, c'est un grand mot, apporte une plénitude, un grand mot aussi, apporte un bien-être. Je ne sais pas ce que je peux vous trouver. Enfin, une fierté, on va prendre comme ça, une fierté d'avoir réalisé quelque chose par soi-même qui est extrêmement important. Et puis vous êtes à une époque où les entrepreneurs, d'une manière générale, sont bien vus. C'est-à-dire que la presse est plutôt sympathique avec les entrepreneurs. Donc être capable d'entreprendre vous crée un regard sympathique de la société. Et j'espère qu'il le sera chaque année encore plus. Je pense que manque d'exemples en France. C'est-à-dire que l'on n'a pas assez de jeunes de 20-25 ans qui créent des boîtes qui sont des énormes succès, et si possible, pas locaux, et dont la presse est capable de se saisir pour pousser d'autres jeunes à faire la même chose. Si vous prenez le modèle américain, les entrepreneurs sont des stars, ils sont traités comme tels, très tôt, très tôt, dès la création de leur entreprise. Ils sont invités par les médias, même quand l'idée est toute petite et qu'on n'est pas sûr du fonctionnement de leur idée ou de leur société. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait pas très bien en France. Pour plusieurs raisons. Un, parce que les médias s'y intéressent insuffisamment, et parce que de l'autre côté, on n'a pas assez de création d'entreprise. Donc il va falloir que vous travailliez là-dessus pour changer tout ça. Je compte sur vous. Donc il n'y a pas une solution pour changer cette... Non, parce que c'est quelque chose de personnel. Il y a la solution, le point, c'est d'être capable de créer des exemples. Et pour mettre de l'eau dans la roue, il faut commencer par avoir des gens qui créent des entreprises, qui se lancent, qui se développent et qui aient des succès. Et puis on a un autre sujet qui est très typiquement français, on ne sait pas créer l'entreprise globale dans les nouvelles technologies au départ de la France. C'est-à-dire que les gens qui vont créer des startups ont souvent créé des startups franco-françaises. On a des contre-exemples, notamment dans les jeux sur Facebook, on a des énormes succès français, mais la plupart des gens qui vont créer une entreprise en France dans les nouvelles technologies vont créer des entreprises plutôt locales, là où d'autres, ailleurs, créent directement un produit global. Un Américain, quand il va créer une startup dans les nouvelles technologies, sur le web, il va directement créer son produit en adressant un marché mondial. Le français, il va généralement créer son produit en français en adressant un marché local. Donc on manque aussi de très grands entrepreneurs globaux dans les nouvelles technologies capables d'aller au-delà de notre. Donc vous ne pensez pas que c'est un problème lié à la France et que par exemple en Angleterre, les démarches administratives sont beaucoup plus simples pour créer une entreprise, ce serait plus facile pour des Français? Si la difficulté de l'entreprise, c'est de la créer, c'est jamais créer une entreprise qui est difficile, c'est de la faire fonctionner, de faire du chiffre et de la faire croître. Le fonctionnement ou la gestion d'entreprise, il y a deux solutions. Soit elle est toute petite, et de toute manière, ça sera relativement simplifié, et puis elle finira par disparaître, donc les procédures administratives sont complexes, soit elle grossit et elle deviendra très riche et elle aura les moyens, et il y aura des gens qui, au sein de cette entreprise, seront là pour la faire fonctionner. Donc, les difficultés administratives sont un faux problème. On va nous citer des difficultés fiscales, on peut inventer des tonnes de difficultés. Moi, je vous le dis, c'est plus simple de créer une entreprise à Paris que de créer une entreprise dans la Silicon Valley. En France, on va être couponné, il y aura toujours des gens pour être là, pour vous écouter, à tous les niveaux de la société, que ce soit d'autres entrepreneurs, que ce soit l'administration, quelle que soit la forme, que ce soit votre ancienne école, vos anciens collègues, ça marchera et ça fonctionnera. La Silicon Valley, vous voyez être actionnaire de pas mal de boîtes, c'est la guerre, hein, c'est sauvage. C'est beaucoup plus sauvage que ce que peut être la création d'entreprises en France. Justement, vous en parliez très justement. Beaucoup de startups peinent à dominer le marché, notamment le marché mondial. On pense notamment à Dailymotion qui a du mal à lutter contre YouTube, Viadero qui n'arrive pas à contrer LinkedIn, ou même Deezer, dont vous êtes actionnaire, qui n'arrive pas à récupérer le marché de Spotify. À votre avis, qu'est-ce qu'une entreprise française devrait faire pour pouvoir dominer le marché mondial? L'avantage de Deezer, c'est qu'il n'est pas aux États-Unis, il est présent dans de nombreux pays, il est notamment leader dans plein de pays en Amérique du Sud. En fait, vous avez, sur Deezer, vous avez le marché s'est séparé, s'est splitté entre deux acteurs sur des marchés différents. En
gros, le nord de l'Europe et Spotify et les États-Unis et Spotify, le sud de l'Europe et l'Amérique du Sud et Deezer. Le marché, c'est séparé. On a des rares exemples un petit peu globalisés, bien que ce ne soit pas des gros secteurs. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on a un marché intérieur qui est minuscule. Les Américains, les Chinois, les Russes et les Indiens ont un marché intérieur très important. Donc acquérir très vite une taille forte, c'est simple. Nous, on n'a pas de marché européen intérieur. On a une monnaie unique, mais on a une réglementation différente, et, des normes différentes, une fiscalité différente en Europe. Donc on ne peut s'adresser que sur un marché, puis on a la barrière des normes, donc on ne peut s'adresser que sur un marché restreint, face à une création d'entreprise qui se passe sur un indicateur de marché que j'ai cité. Mais c'est pour ça, mais encore une fois c'est un avis qui est propre, un avis contraire, que je milite toujours pour avoir un marché intérieur plus important, avoir une Europe plus grande avec des frontières réellement abolies, dans lequel on a un mode de fonctionnement, une fiscalité, des normes qui seront équivalentes. On aura toujours la barrière des langues, les monnaies uniques, c'est un bon début, et maintenant sur tout le reste, il faut avancer pour que quand on lance un produit, on soit capable de lancer tout de suite sur toute l'Europe, pour ne que le problème des langues, et que l'on ne se retrouve pas avec des bizarreries pays par pays. Et d'ailleurs, c'est une incohérence. Si vous êtes un acteur en dehors de l'Europe, vous allez pouvoir créer une entité unique en Europe pour vous développer partout en Europe. Et vous le savez, c'est Amazon au Luxembourg, je crois que Netflix aux Pays-Bas, mais ils créent une entité, ils peuvent couvrir toute l'Europe. Et si vous êtes à l'intérieur de l'Europe, vous êtes obligé de créer une entreprise par pays. C'est-à-dire que la personne, l'entreprise qui est extérieure à l'Europe, elle voit sa vie simplifiée pour se déployer en Europe par rapport à l'entreprise qui est à l'intérieur de l'Europe. Donc là-dessus, il y a quelques petites choses à faire. Alors, il y a un an, vous avez décidé de financer avec 70% le plus gros incubateur du monde, la Fraissinet, au 13e. Quelle est l'importance, à votre avis, des incubateurs comme The Family, par exemple? Alors, The Family, c'est différent d'un incubateur, de Alice. Je ne veux pas parler d'Alice qui s'occupe, qui est fantastique, je ne veux pas les faire parler, mais c'est un modèle différent. The Family, ils sont là pour donner la main et aider des gens à créer leur entreprise et à avancer. Et c'est super le coup, si vous avez c'est des locaux dans le 3e arrondissement, je crois, c'est superbe, c'est très branché, très US, c'est très plaisant. Mais surtout, elle les aide, avec ses équipes, à les faire progresser, à les faire monter, pour réussir à avoir une entreprise qui ait une taille significative, qui arrive à lever des fonds et qui arrive à se développer. Non, l'idée de la Fraissinet, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on a un écosystème à Paris qui marche bien, on a des incubateurs qui sont là, souvent publics, qui fonctionnent plutôt pas mal, mais on manque d'un lieu emblématique qui s'insère dans le système et qui fait que d'où je vienne dans le monde à un instant donné, eh bien j'ai envie d'aller à Paris à cet endroit, d'où je vienne en province, si je viens à Paris, j'ai envie d'aller à cet endroit, parce que c'est un endroit qui regroupe, qui réunit beaucoup d'entreprises connues, puisque la volonté c'est aussi de faire venir les grandes entreprises, notamment américaines, sur ce lieu, ou inconnues, qui sont toutes les startups que l'on souhaite voir s'y créer. Donc qu'est-ce que l'on fait? On a trouvé un terrain de 3,5 hectares dans Paris, on y crée un endroit dans lequel on permet à 2500 jeunes de créer leur entreprise, on pense que ça va faire à peu près 1 millier d'entreprises, et on leur met tous les services pour leur simplifier la vie, la création d'entreprise, donc tous les services administratifs, tout ce que l'on peut avoir besoin quand on crée une entreprise et qui ne doit pas être la chose qui nous occupe. Et donc on fait ça dans un lieu plutôt sympathique, on laisse ouvert 24 heures sur 24, on met des restaurants pas chers 24 heures sur 24, on crée un environnement sympa, jeune, on intègre ça, on aide les gens qui veulent créer leur entreprise, on leur donne la main, on leur donne tout pour réussir à avancer, et puis on les intègre dans l'écosystème parisien pour espérer chaque année sur ces 1000 entreprises on ait des gros succès, pas seulement le mot. Donc vous êtes très proche de start-upers américains, mais vous avez très récemment lancé l'initiative 101 projets. Est-ce que vous comptez la... Alors 101 projets, c'est quoi? C'est simple, vous nous envoyez votre projet, on en écoute 300 une minute, c'est l'art du pitch, ouais, c'est assez simple. On en écoute 300 une minute, on en sélectionne 101, et à ces 101, on lui fait un prêt obligataire convertible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se passe bien, bon, bah, malheureusement, il nous remboursera le prêt, c'est pas une bonne nouvelle, tant pis. Si ça se passe convenablement, bah, au prochain tour de table, il nous convertira sur la valeur du prochain tour de table. Et puis si ça se passe mal, bah, on ne sera peut-être pas remboursé du prêt qu'on lui a fait. Et donc l'idée, c'était d'aider 100 jeunes en leur donnant 25 000 € pour les aider à commencer à se lancer. C'est du prêt amorçage, c'est vraiment au tout début. Et c'était super sympa. L'idée, oui, c'est de renouveler ça, c'est d'essayer
c'est fait sous une forme d'entité, c'est d'essayer déjà que cette entité, elle vive, elle progresse, et puis qu'elle soit, nous ou d'autres, parce qu'encore une fois, on est trois à faire ça, et on est ouvert à ce que d'autres nous rejoignent, de continuer à le faire et de le faire régulièrement pour chaque fois aider les entreprises à leur démarrage. Et vous en avez vu des très prometteuses qui sont tapées dans l'œil déjà? Alors, la difficulté, c'est qu'on en a vu 300 en 7-8 heures. Le truc, ce qui est assez drôle, c'est que, non, il y a des choses très drôles. Il y avait des gens qui par exemple, utilisaient les insectes pour les transformer en produits à consommer pour l'apéritif. Donc, des choses comme ça, des idées vraiment originales. Alors, après, il y a est-ce que c'est un vrai business ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que je vous offre pour rire que vous ne mangerez jamais, il y a des choses comme ça. Ou il y a l'usage des algues, l'usage intelligent des algues. Des gens assez drôles, mais ce qui était sympathique, c'était de juger le dynamisme des gens qui venaient présenter leur dossier, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous juger en 1 minute assez simplement leur dynamisme, et puis après, même si 1 minute ça vous paraît court, vous voyez quand même assez rapidement le truc, et puis de juger la qualité du projet. Et puis ce qui était parfois sympa, c'est qu'il y avait des projets qui arrivaient à émerger, et parmi ces 300, on arrivait à reprocher certains d'entre eux qui avaient des projets soit connexes, soit totalement équivalents, et de permettre les rencontres. C'était le mythique de l'entreprise, on leur permettait de se rencontrer, de se matcher, et ça marchait, et ils sont repartis pour créer un boîte ensemble, et nous ça balance. Je crois qu'on a un certain nombre de questions justement sur les réseaux sociaux, sur cette composante entrepreneuriale. Et aussi par rapport à Free encore, plusieurs étudiants se demandent si Free recrute des diplômés ou dans les classes. Oui, nous avons un polytechnicien, je crois que nous avons 2 personnes de notre école, si je ne me trompe pas, j'espère pas faire de cours. En fait, on essaye de vivre sous un format qui est que les gens qui viennent en fait, on ne sait créer un job que si on a quelque chose de très précis à faire et que l'on sait faire. Donc notre volonté, c'est toujours d'avoir des gens qui ont les mains dans le cambouis, donc des gens très pratiques. Notre polytechnicien nous sert à traduire ce que nous disent d'autres polytechniciens chez nos concurrents. Donc c'est un traducteur. Il fait plutôt que réglementaire et il est lui-même atypique, parce que sinon on n'arriverait pas nous-mêmes à comprendre. Et plus sérieusement, vous êtes dans une école qui est plus pratique pour nous, c'est-à-dire que vous êtes dans une école qui est à même de mettre les doigts dans le cambouis et de faire sortir quelque chose de notre travail. Donc on a des élèves aussi de Centrale qui sont un peu dans le même cas, qui sont des écoles plus pratiques. Quand vous sortez de ces écoles, vous savez faire quelque chose de pratique, et ça c'est ce qu'on a depuis. Pas beaucoup, quelques-uns chaque année, mais oui. Concernant Free encore, est-ce que Free a déjà reçu des requêtes de la NSA ou d'autres agences pour obtenir des agences françaises tous les jours, malheureusement. La NSA, je ne crois pas. En général, je crois que la NSA se débrouille toute seule. Quand je dis la presse, c'est ce que dit la presse. Des agences de sécurité françaises, oui. En fait, la loi française permet donc aux services, un certain nombre de services, je crois, après validation par le Premier ministre, d'organiser un certain nombre de choses. Vous en avez comme tous les opérateurs, ce qui fait que les opérateurs ont tous en leur sein des équipes avec des différents niveaux de secret défense. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je peux plus vous répondre. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, pensez-vous que si une idée simple à mettre en œuvre n'a pas encore été créée, c'est qu'elle a peu de chances de fonctionner? Je crois que tous les jours vous avez plein d'idées simples. Encore une fois, si vous reprenez, excusez-moi de vous reprendre toujours les mêmes exemples, mais si vous reprenez Facebook c'est quoi? C'est d'afficher la tête des autres. Synthétiquement, après ils ont un peu évolué, ça s'est amélioré. Mais l'idée de base, c'était ça, et c'est dans le monde. Si vous prenez Twitter, c'est changer des messages de 140 caractères. C'est des applications extrêmement basiques, et pourtant ce sont des entreprises qui n'ont pas été créées au début d'Internet. Internet existait depuis 10 ou 12 ans, enfin, était popularisé depuis 10 ou 12 ans, quand elles se sont créées. Non, plus l'idée est simple, plus elle est simple à vendre, plus elle est facile d'être acceptée par les gens qui vont utiliser le produit créé. Non. Et enfin, diriez-vous que vous avez entrepris parce que vous avez la vocation d'entreprendre ou parce que vous avez rencontré des opportunités? J'ai entrepris parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me permettent de le faire, c'est un premier élément, et qui, quand j'étais jeune, avaient la gentillesse de me donner à manger un lit tous les jours.
Donc ça, c'est la première chance. Et je pense que c'est la chance la plus importante parce que tout le monde n'a pas cette chance. Ensuite, derrière, moi j'ai toujours aimé inventer ou créer des choses. Donc, entreprendre, c'est de se faire une idée, de se faire une projection des choses qui peuvent se passer ou se produire, essayer d'imaginer ce que l'on doit faire ou comment on peut le faire. Ayant fait que ça toute ma vie, j'ai du mal à vous le dire, parce que je n'ai pas connu d'autres métiers qu'être entrepreneur, mais je trouve que c'est objectivement la chose la plus plaisante. Ce que je fais a un impact sur tout le monde. Le fait de créer Freemobile nous a rendu 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Moi, ça m'impressionne. C'est nous là, comme ça, à 3-4 dans un bureau, qui nous avons rendu 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Il n'y a jamais eu un gouvernement dans ce pays qui a fait ça. Ça n'a jamais existé. Et bien, nous, on était capables. Et c'était 4 pignolons dans un bureau. C'est possible. Et c'était simple. Hein. Et si vous voulez, ça peut marcher. Et cet impact que l'on est à même d'avoir sur la société quand on invente, quand on crée quelque chose, c'est super important. Alors, il y a toujours des choses qui se passent autour quand on invente quelque chose de grand qui peuvent être négatives. Il peut toujours y avoir des choses qui peuvent être négatives. On ne les voit pas. Créer ou inventer ou être capable d'envisager quelque chose, c'est de changer sa vie et de changer la vie ou de changer le comportement des gens à qui va s'adresser son idée. Et que vous soyez à même de créer un commerce au coin de la rue qui soit différent et qui n'est même qu'un usage local, vous allez changer la vie, le fonctionnement, les habitudes d'une personne à cet endroit-là ou dans ce lieu-là, et ça sera vrai. Une dernière question, et on va conclure avec ça. Vous avez face à vous un certain nombre d'étudiants, et peut-être futurs entrepreneurs. Que peuvent-ils faire dès maintenant pour être enfin prêts à entreprendre? Ne pas avoir peur. Je vous le redis, vous n'avez rien à perdre à créer votre entreprise. Aujourd'hui, il y a quelques années, on a autorisé le capital social sans minimum. J'ai été très fier parce que le premier jour, on a créé une société avec un capital social d'1 centime d'euro. Donc je pense qu'on a eu la première société en France avec un capital social d'1 centime d'euro. On était vachement fiers de notre coup, on s'est dit ouais, génial. Mais aujourd'hui, créer une entreprise, c'est rien. Ne croyez pas que ça présente une forme de complexité. Vous avez en plus des statuts hybrides qui permettent de le faire simplement, l'auto-entrepreneuriat notamment. Donc, n'hésitez pas, vous n'avez strictement rien à perdre. Les nouvelles technologies vous permettent de créer quelque chose de grand avec très peu de moyens ou très peu de besoins de fonds. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, même de chez lui, de votre école, de chez lui, est capable de créer un produit qui a un impact mondial. D'une manière non business, vous le savez, si vous êtes à même de faire une vidéo pour YouTube, vous pouvez avoir des centaines de millions de personnes qui vont le voir. Et bien de la même manière, vous pouvez, avec une bonne idée, créer un produit avec très peu de moyens, très peu de besoins, qui va être utilisé par des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes, en fonction de la qualité de votre idée. C'est possible aujourd'hui, ce n'était pas possible pour nos parents, ce n'était pas possible pour nos grands-parents, c'est possible aujourd'hui. Profitez-en, vous ne prenez aucun risque, vous ne prenez aucun risque. Plantez-vous, vous irez bosser dans les entreprises après, c'est pas grave. Mais essayez, c'est maintenant que vous pouvez essayer, c'est dans les 3 ans qui viennent que vous pouvez essayer. Essayez de comprendre ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, et allez-y, lancez-vous. Vous avez tout dans ce pays pour le faire. Faites-le, ici, vite, c'est maintenant. Merci Xavier. Merci à vous. Nous attendons dehors. C'est gentil.